Icône pour vous servir, bienvenue sur ma chaîne. La télévision. Cette machine, au début lourde et encombrante, a fait de l'homme quelqu'un de connecté bien avant Internet. Parlons de ses origines, du premier modèle sorti il y a un siècle, aux dernières technologies en 8K. Générique. Les médias ont toujours eu une grande importance dans notre histoire. L'envie de savoir, de comprendre, de connaître ce qui nous entoure et d'être informé fait maintenant partie intégrante de nos besoins de quotidien. Nous ne pouvons nous en passer, car l'homme a toujours été de nature curieuse. L'information a une grande histoire évolutive qui commence au début de l'écriture inventée par l'homme. J'ai donc choisi de vous parler d'un type d'outil médiatique que tout le monde connaît forcément, la télévision. Mais ses débuts peuvent vraiment vous surprendre, et son avenir aussi. Je vous montrerai graphiquement la différence de résolution à travers un siècle de technologie. Ceci de manière simple, en comptant le nombre de lignes TV horizontales. Au commencement, en 1926, John Logie Baird, un ingénieur écossais de Helensburgh, crée ce que l'on appellera simplement la télévision mécanique. Cela peut sembler étrange de dire ça, mais oui, la première télévision était bel et bien mécanique. Et croyez-moi, c'était une vraie révolution du genre. Celle-ci transmettait des images d'une résolution de 16 lignes maximum. Autant dire qu'il fallait avoir un minimum d'imagination pour deviner ce qui était diffusé. Et surtout ne pas en abuser sous risque de maux de tête. Le principe était assez simple. Un disque tournait à haute vitesse devant une ampoule. À chaque huitième de tour, un trou laissait passer la lumière et se décalait à chaque séquence. L'ampoule s'allumait et s'éteignait en fonction de l'image, laissant ainsi percevoir difficilement un semblant d'image. Bonjour le stroboscope. Le concept peut prêter à sourire, mais pour l'époque, c'était de la très haute technologie. Et on parle de quelque chose qui a à peine un siècle. Il est clair que je ne me ferai pas la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue sur ce genre d'écran. Mes yeux seraient de toute façon brûlés en 10 minutes. Je pense pour ma part que cela servait surtout à épater la galerie. Malgré la technologie impressionnante pour cette époque, le produit se vendra très mal. Et son prix correspondrait aujourd'hui avec l'inflation autour des 4400 $. Je vais donc classer cet appareil sur un tableau vite fait mal fait, selon les résolutions de différents modèles de télévision à travers le temps. En 1933, arrivent les premiers téléviseurs à tube cathodique. La première image de télévision diffusée aux États-Unis sera le chat Félix. Les techniciens, devant trouver un modèle à filmer, utilisèrent sa figurine en papier mâché achetée dans une boutique au coin de la rue. La figurine servant surtout à faire des réglages. On passe tout de suite à une autre résolution de 60 lignes. Je précise que l'écran était rond. Autant dire que cela devait faire déjà une sacrée différence. On voit alors apparaître sur le marché différents modèles de télévision, dont une qui est assez ingénieuse, qui possède un miroir. L'écran étant vertical, vous regardiez le reflet. Et lorsque vous en aviez plus besoin, vous refermiez le couvercle. Personnellement, je me demande où en était l'intérêt, mais si ce n'est que de protéger l'écran lui-même. Il y avait alors en France que 500 téléviseurs que l'élite se partageait. Petite parenthèse. Un tube cathodique est un tube sous vide où des photons sont projetés par l'intermédiaire d'une cathode contre un écran. Fin de la parenthèse. En 1936, arrive un écran de 7 cm de large par 5 cm de haut, avec une résolution de 180 lignes. Pour pouvoir profiter pleinement de cette haute qualité d'image, certains fabricants eurent l'ingénieuse idée de mettre un verre grossissant devant l'écran afin de profiter d'une image encore plus grande. On la sent venir, la technologie là. La même année, la BBC diffusa ses premières images. Il s'agissait d'une chanson de Helen McKay depuis le Alexandra Palace. En 1937, commencent à sortir les téléviseurs de 455 lignes qui deviennent alors le nouveau standard d'image. En effet, commencent alors à apparaître les écrans rectangulaires avec des arrondis dans les angles. Ce format d'écran révolutionnaire permettait d'adapter bien mieux l'image du format cinéma au tube cathodique. Néanmoins, certains fabricants continuent encore le format rond. Imaginez un instant. Les montres connectées, de nos jours, ont une résolution de minimum 450 lignes. Donc, vous avez peut-être à votre bras un écran de résolution similaire à ceux des télévisions des années 30. Sauf que votre montre, elle, est en couleur. Puis, vient la Seconde Guerre mondiale. Les recherches dans le domaine de la télévision seront alors stoppées. No, God! No, God, please, no! 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 Néanmoins, pour la première fois dans l'histoire de l'homme, les images de la guerre apparaissent au public grâce à la télévision d'une manière inédite.
L'influence des médias sur son public avait commencé. 16 ans plus tard, en 1953, on compte alors en France environ 130 000 téléviseurs installés. Et en 1954, la première télévision couleur fait son apparition aux États-Unis. La France est alors encore loin de pouvoir profiter de la couleur. En 1955, Zenith Electronics sort la première télévision avec télécommande. Cette dernière devait permettre aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de ne pas avoir à se lever pour régler le poste. À cette période, le nombre d'achats de téléviseurs devient alors exponentiel, et en 1958, le nombre de télévisions en France dépasse déjà le million. En 1967 arrive la télévision couleur en France. Celle-ci arrive de manière très timide, 13 ans après les États-Unis. Une émission annonce ce changement de manière très simpliste, sans grande préparation. La couleur n'y est même pas vraiment mise en vedette. Le prix de la première télévision couleur est alors équivalent à celui d'une voiture. Avec l'inflation, aujourd'hui vous pourriez compter environ 33 000 €. Tandis que la télévision en noir et blanc se situait autour des 8 000 € actuels, 4 fois moins que la couleur. L'apparition de la couleur devait permettre au public français de voir les JO de Grenoble en 1968 en couleur. Néanmoins, au vu de son prix exorbitant, la télévision couleur est mise de côté par les Français, et le noir-blanc résiste. Son prix étant beaucoup plus raisonnable, la couleur ne représente alors que le 0,5% des ventes de télévision en France. Pourtant, mai 68 aura aidé à faire baisser son prix d'environ un tiers. Il faudra pourtant attendre le milieu des années 70 pour voir enfin la couleur dominer le noir et blanc à la vente. De plus, c'est à cette époque que les produits électroniques commencent à se distinguer par leur design. Les fabricants comprennent que pour booster les ventes, le design moderne et futuriste est un argument de vente à part entière. On notera aussi que l'Europe et le Japon possédaient alors le meilleur standard de résolution TV du monde avec 625 lignes. Normal que le Japon soit à la pointe. Durant des années, les plus grands innovateurs dans le domaine se sont eux. Alors que le reste de la planète était sur un standard de 525 lignes. Comparativement, la différence de 100 lignes est vraiment notable. En 69, lorsque l'homme posa le pied sur la Lune en direct, plus de 600 millions de personnes regardaient un écran. Les années 70 furent un tremplin pour la vente de télévision. Un choix de plusieurs chaînes était alors à disposition. Nous étions alors aux origines de l'audimat. La guerre incessante des groupes TV avait commencé. Le standard des télévisions permettait alors de préenregistrer les fréquences de chaînes que l'on changeait en appuyant sur des boutons numérotés, afin de pouvoir zapper avec un certain confort et rapidement. Avant ça, comme les radios, il fallait changer de fréquence avec un bouton rotatif pour trouver vos chaînes, mais sans possibilité de les garder en mémoire. Au début des années 80, en France, de nouvelles chaînes apparaissent. Les chaînes cryptées à péage, permettant aux abonnés une diffusion des derniers films en priorité aux autres chaînes. Les derniers tubes cathodiques diffusent alors une image de plus en plus rectangulaire, ce que l'on appellera les écrans coins carrés. Fini les rayons dans les angles et ses formes un peu ovoïdes, mais pour obtenir cette image rectangulaire, l'écran pesait plus lourd et était en moyenne un peu plus volumineux en profondeur. Mais ça claquait d'avoir ça dans son salon. On avait vraiment l'impression d'avoir un écran plat futuriste chez soi, mais long comme un sous-marin. Et dans les années 90, commençaient à apparaître les tout premiers écrans plats, mais uniquement destinés à l'informatique. Les premiers ordinateurs portables avec écran plat LCD en noir et blanc, pas en ton de gris, vraiment noir et blanc, comme le PowerBook 100 de Apple, qui était mon premier laptop. Puis apparut le PowerBook 150, qui avait un écran en ton de gris. Et peu de temps après, les PowerBook avec écran LCD de 156 couleurs. Pourquoi ces écrans n'étaient-ils pas utilisés pour faire les premières télévisions à écran plat? Simplement à cause du rafraîchissement d'image. En effet, les pixels de l'écran LCD de l'époque n'étaient pas assez rapides à afficher les images en mouvement. Et les cartes graphiques miniaturisées n'étaient pas assez développées pour traiter des informations rapides de mouvement. En informatique, les images d'écran de l'époque sont souvent fixes et les animations inexistantes. Pour pouvoir enfin avoir un écran plat diffusant des images rapides en mouvement, il faudra attendre 1997, chez Philips, et débourser 20 000 € actuels pour pouvoir s'offrir la première télévision écran plat 42 pouces en plasma. Le nombre de lignes ne changea pas vraiment. La technologie plasma utilise notamment un courant électrique qui illumine un mélange de gaz composé à 90% d'argon et 10% de xénon, que le courant transforme en plasma. L'écran était effectivement plat et peu profond pour l'époque, mais quand même proche des 15 cm d'épaisseur pour les premiers modèles, et un poids terrible. Mais oubliez les contrastes dans les images. Le noir était un gris foncé difficile, et vous perceviez souvent la fréquence de balayage de l'image. Mais la frime d'avoir ça chez soi, et vous pouviez en avoir de très grande taille. En plus, vous aviez gagné du volume de votre salon environ le gros tube cathodique qui mangeait la place de votre rocking chair.
Les télévisions à écran LCD apparurent peu de temps après, créant une sorte de guerre contre le plasma. L'écran LCD était beaucoup plus léger, consommait moins, ne nécessitait pas forcément de courant fort pour fonctionner, mais demandait alors un coût de fabrication assez élevé, dû à la grosse quantité de déchets lors de sa fabrication. Ce qui fut optimisé par la suite. Et la gamme de taille d'écran restait encore inférieure à celle des écrans plasma, mais la qualité d'image était meilleure. Même si ce procédé nécessitait un rétroéclairage, donc des noirs toujours un peu grisés, mais moins que le plasma. Elle détrônera rapidement le plasma vers la fin des années 2000. C'est alors qu'on commence à voir poindre le début de la TNT, la télévision numérique terrestre, dont des essais ont été faits dans différents endroits depuis plusieurs années, notamment au Japon. La révolution numérique avait alors commencé. Les télévisions au magasin affichaient le logo HD Ready, qui indiquait que le produit était prêt à la transition numérique imminente. En effet, en 2005, la France lance officiellement le début de la connexion numérique pour la télévision. Celle-ci demande à être équipée au minimum de téléviseurs de HDTV 720 lignes. L'image devient ainsi beaucoup plus fluide et détaillée. Puis, vers 2008, les premiers téléviseurs HDTV 1080p apparaissent avec leurs 1080 lignes. Le numérique fait vite comprendre que c'est une vraie révolution, car elle repousse les capacités graphiques et audio à un autre level. Ainsi qu'une certaine interactivité inégalable. On se rapproche de la qualité des salles de cinéma. L'image HD est son Dolby Surround. Petite parenthèse, le format HD propose 4 formats principaux. La SDTV, la résolution la plus basse en 480 lignes entrelacées. La EDTV, la résolution améliorée en 480 lignes progressives. La HDTV, haute définition, en 720 lignes progressives et en 1080 lignes entrelacées. L'UHDTV, ultra haute définition en 4K et 8K. Le principe du balayage d'images entrelacées consiste à afficher une ligne sur deux. La ligne libre, entre deux, sert au contraste. C'est une sorte de bande qui vire du blanc-gris au noir clair. Un balayage progressif affiche l'image à chaque ligne. Fin de la parenthèse. Pendant longtemps, la technologie des pixels des écrans fonctionnait sur un seul principe. Un signal lumineux qui s'allume ou s'éteint et possède un fil de couleur spécifique entre le rouge, le vert ou le bleu. Donc toujours sur le principe d'une lumière blanche qui filtre à travers une couleur. Donc, sur ce type d'écran, le noir sera rétroéclairé. Donc un noir un peu grisé. Or, une technologie récente a supplanté ce principe, l'écran OLED. En effet, le système OLED, qui veut dire Organic Light Emitting Diode, émet directement de la lumière dans sa couleur. Donc pour obtenir du noir, le pixel est éteint, tout simplement. On obtient donc des noirs parfaits. Et on ne parle pas du fait que ces écrans peuvent être souples et leur donner une forme arrondie, par exemple, très utilisée notamment dans le gaming pour une meilleure immersion, ou dans la téléphonie pour des écrans pliables. Cette technologie donne de très grandes possibilités quant au format d'écran, et ceci en très haute résolution et à moindre coût. En 2011 sont proposés au public les premiers écrans 4K. 4K veut dire 4000 pixels de largeur. Les premiers 4K ont une résolution de 3840 par 2160 pixels. Pas exactement 4000, mais presque. Donc, en comparaison de notre tableau, 2160 lignes. Ce qui en fait une nouvelle révolution de résolution. Et le format des prises HDMI commence alors à être proposé aussi sur les cartes graphiques en informatique. La télévision et les écrans d'ordinateur tiennent à se rejoindre pour n'en former qu'un. Ce qui tend beaucoup de monde à avoir désormais leur bureau privé dans le salon. En 2019, apparaît le premier écran 8K de grande série sur le marché public. Une résolution de 7680 par 4320 pixels, donc 4320 lignes, ou presque 8000 pixels de large. Personnellement, je pense que l'œil humain ne fait plus vraiment de différence entre le 4K et le 8K. Là où la perception de l'image peut varier, c'est sur la rapidité d'affichage de l'écran, sur sa forme et sur sa carte graphique. Personnellement, en 2023, je déconseille de prendre du 8K. Il est encore trop tôt, le 4K étant déjà très performant et suffit parfaitement à fournir des images d'une qualité irréprochable. D'ailleurs, la résolution d'un cinéma standard est de 4K. Le popcorn en plus. De plus, la règle veut que la distance de votre canapé à celle de votre télévision corresponde à 3 ou 4 fois la dimension de la diagonale de votre écran. Pas plus, pas moins. Vous pouvez épater la galerie en ayant un écran énorme dans votre salon, mais vous regretterez vite votre achat si vous êtes trop près de votre écran. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des qualités d'image que même nos ingénieurs d'il y a un siècle ne pouvaient s'imaginer. Et donc, que nous réserve le futur ? Il faut déjà cibler le fait que les produits audiovisuels tendent vers un tout. Globalement, on veut toujours du tout en un.
On peut prendre pour exemple nos smartphones qui rassemblent maintenant tous nos appareils que nous avions dans les années 90 en un seul appareil. Aussi, depuis une quinzaine d'années, on peut regarder la télévision directement sur son smartphone. On se demande donc comment pourrait évoluer ce média. N'est-il pas dépassé de regarder un programme imposé par une chaîne? Les groupes de streaming de films en ligne nous le montrent bien. Nous voulons choisir ce que nous regardons. Si la télévision survit, je pense qu'elle ne proposera en définitive que des jeux et de la télé-réalité, et éventuellement des infos. Le reste tendra à disparaître du programme quand l'ancienne génération qui a vécu les débuts de la TV ne sera plus là. Moi-même, personnellement, je ne regarde plus la télévision, je choisis ce que je veux voir. Il faut aussi prendre en compte l'évolution technologique de nos produits. Actuellement, en 2023, on voit venir les premiers écrans transparents OLED. Ce ne sera pas une réelle révolution, plus un coup marketing. La seule utilité est de ne pas perdre de luminosité chez vous, car cet écran laissera la lumière traverser dans la pièce. Rappelez-vous comme le marketing de la télévision 3D fut un échec. En effet, les lunettes pour visionner en 3D étaient une arnaque. On vous en donnait une paire à l'achat de votre télévision. Mais pour une famille, par exemple, il fallait compter entre 250 € et 400 € la lunette supplémentaire. Je vous laisse faire le calcul. La 3D reviendra, mais sûrement sans lunettes. Il faut juste essuyer l'échec marketing du précédent produit. L'écran holographique, lui, semble pour l'instant cibler la recherche pour équiper nos futurs téléphones, et non pas nos écrans. Et je ne parle pas là des écrans holographiques rotatifs à LED que l'on peut apercevoir dans certains magasins. Ce produit ne sera sûrement pas durable dans le temps. J'appelle ça des ventilateurs d'image. En prenant compte l'effet de mode du streaming et les dernières suppositions des futures technologies d'imagerie, j'imagine pour ma part que nos écrans seront de plus en plus combinés en un seul produit audiovisuel. Le support vous permettant de visionner étant choisi en fonction du lieu où vous vous trouvez. Dans la rue, sous la forme de votre smartphone ou de votre future lunette augmentée dont chaque grande marque proposera son modèle. Chez vous, sous la forme de votre TV transparente. Mais ceci de manière totalement automatique. Un seul compte chez un des fournisseurs qui vous donne accès à tout, en tout temps et à n'importe quel endroit. Un produit que je n'ai pas nommé ici mais qui est pour moi un produit de substitution aux grands écrans, le projecteur vidéo. En effet, celui-ci existe depuis les années 90 mais permettait surtout d'avoir une très grande image sur un mur à moins de qualité. La résolution était moyenne et servait surtout dans le milieu professionnel pour les conférences, par exemple. Le projecteur reste toujours plus facile à transporter qu'un grand écran, soit, mais il ne remplacera jamais la qualité des dernières télévisions. En effet, il s'agit de nouveau d'un écran rétroéclairé, donc fuck les noirs parfaits sur votre image. La qualité et la définition variaient en fonction du mur que vous utilisiez, et aussi de sa position dans la pièce. Bah oui, il fallait le mettre bien en face de votre mur, donc au final assez encombrant. Le refroidissement de la lampe était souvent bruyant, il fallait idéalement obscurcir la pièce, et évidemment ne pas passer devant pendant la projection. D'ailleurs, grâce aux nouvelles technologies, certains cinémas commencent à être équipés d'immenses écrans, comme le Samsung LED Onyx, au lieu des habituels projecteurs. Certains font plus de 14 mètres de large. Et oui, le métier de projectionniste migre, et tend à disparaître définitivement. Qu'est-ce qui peut bien motiver quelqu'un pour faire ce boulot de merde? Car cela ne nécessite plus une salle dédiée aux machines de projection, mais seulement un petit bureau, voire pourquoi pas à l'avenir à du streaming en direct de la maison de distribution. Ceci dans le but d'une certaine protection contre le piratage à la sortie d'un film. Car oui, souvent les films sont piratés à partir de copies numériques cinéma. Et pour le futur, en 2021, au CES de Las Vegas était présenté le Laser TV, qui comme son nom l'indique, est un système de projecteur laser à courte focale. En effet, le boîtier laser se trouve sous l'écran de projection et le laser donne une image en 4K sur des tailles d'écran de 2 mètres à 2 mètres et demi. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce produit, mais je ne crois pas que ce soit là le futur des écrans de télévision. Un projecteur restera toujours une image indirecte, donc difficilement encastrable et conditionnable. Quelle que soit la technologie utilisée, le futur nous poussera toujours à avoir des écrans faciles à fabriquer, dans un large assortiment de tailles, qu'ils soient souples et malléables, en qualité HD, autoconfigurables, étanches pour les milieux extérieurs et à moindre coût. Même à utilisation militaire ou dans le domaine du spatial, un écran souple sera beaucoup plus fiable pour les conditions extrêmes. Il est donc difficile de prévoir à ce stade ce que le futur des médias nous réservera. À quand les véritables écrans holographiques? À quand les premiers écrans dématérialisés? Nul ne peut savoir ce qui influencera notre comportement médiatique, mais le support en est un des facteurs d'influence directe. Mais je trouve que la télévision a été un influenceur majeur sur plusieurs générations. Inconsciemment, il a agi sur nos comportements, nos idées, nos convictions, et nous motivé dans nos voies futures.
Je ne sais pas sur quel type d'écran vous avez visionné cette vidéo, mais je vais me permettre de vous rendre service. Je vais vous nettoyer l'intérieur de votre écran. Voilà. Voilà. Un petit peu par là. Encore là, bien faire les coins. Et puis là, un petit peu au milieu de la vitre. Voilà, je crois qu'on est pas mal. C'est un endroit impossible à atteindre pour vous, et c'est gratuit. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie si vous avez regardé jusqu'au bout. Je n'ai plus qu'à vous dire cloche, abonnement, like.